Après la séquence dédiée aux deux premiers axes concernant la localisation de l'information génétique et son mode de transmission, on va entamer les deux autres axes qui restent, à savoir la nature chimique de cette information génétique et puis l'expression de l'information génétique. L'expression de l'information génétique. Très bien. La nature chimique de l'information génétique. D'abord, il y a cet aspect historique de démonstration de la nature chimique de l'information génétique. Là aussi, on ne va pas reprendre intégralement ce que nous avons fait dans le cours, mais je vais passer et je vais faire un aperçu sur les expériences qui ont été faites. Bien sûr, historiquement, il y avait l'expérience de Griffith. 1928, c'est l'expérience des pneumocoques et des souris S et R. Donc, nous avons les bactéries S et R, dont la différence, c'est un diplocoque entouré d'une capsule CS, sans capsule CR. Et donc, de cette façon, Griffith a vu que, en injectant un mélange de R vivante et de S tuée, normalement, il s'attendait à ce qu'il n'y ait pas la mort de la souris. Malheureusement, au cas de la mort de la souris, c'est-à-dire, il y a un débris de S tué qui a transformé R vivante en S vivante. Alors là, Griffith, il a mis en évidence le principe transformant. Le principe transformant, c'est-à-dire un débris de S tué, la bactérie S tuée, a transformé R vivante en S vivante, d'où la mort de la souris. Ça, c'est l'expérience de Griffith. La deuxième expérience, toujours l'objectif, c'est de déterminer la nature chimique de l'information génétique. C'est l'expérience d'Avery et ses collaborateurs, McCarthy et MacLeod, et c'était en 1944. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'est de déterminer la nature de ce débris-là qui a transformé R vivante en S vivante. Donc, elle a procédé par élimination, donc utilisation d'enzymes spécifiques pour éliminer à chaque fois un constituant d'enzymes spécifiques. Le seul cas où il n'y a pas eu la mort de la souris, donc lorsqu'il a utilisé l'enzyme ADNase, pas de transformation bactérienne, pas de transformation. Alors là, je note le résultat qui nous intéresse. Bien sûr, il a utilisé l'ANase, ils ont utilisé les protéases, des lipases pour éliminer les autres constituants et à chaque fois, il y avait la transformation. Pas de transformation bactérienne. Et donc, la souris ne meurt pas. La conclusion à laquelle il a abouti, le débris qui transforme R vivante en S vivante, c'est l'ADN. Donc, l'ADN est le support de l'information génétique. Alors, l'expérience de Griffith, lui, il y a un principe transformant. Un principe transformant, c'est-à-dire, il s'est dit qu'il y a un débris de S tué qui est rentré dans R vivante et lui a fait acquérir la capsule. Parce que la virulence, ça vient de la capsule. Donc c'est ça le caractère responsable de la virulence.
Avery, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a procédé par élimination. Il s'est dit, S-tué, c'est quoi? Ça peut être soit des protéines, des lipides, de l'ARN, de l'ADN. Donc, on va procéder par élimination. Le moment où ils ont éliminé l'ADN par l'action de l'ADNase, il n'y a pas eu transformation de R en S vivante. Et donc, A. Donc, c'est l'ADN qui assure cette transformation. Malgré ce résultat spectaculaire d'Avery, il y avait un scepticisme de la communauté scientifique. Donc, un autre argument qui confirme définitivement que c'est l'ADN qui est le support de l'information génétique, c'est celui de la multiplication. Multiplication de bactériophages. Multiplication de bactériophages. Alors, la multiplication de bactériophages, un bactériophage, c'est un virus qui vit aux dépens d'une bactérie. C'est comme tous les virus, il a une structure trop simple, avec un matériel génétique qui est l'ADN. Ce virus, elle infecte une bactérie. Et on finit juste pour avoir l'idée, donc cet ADN rentre à l'intérieur de la cellule. Après, on va voir que la bactérie, son matériel génétique a été dégradé et elle a libéré un certain nombre de bactériophages. Alors la seule chose qui a été injectée, c'est le matériel génétique, c'est l'ADN. Cet ADN s'est multiplié plusieurs fois et on voit la libération de plusieurs virus. Donc le segment d'ADN qui a intégré la bactérie s'est multiplié et porté toutes les informations nécessaires pour former d'autres virus. Voilà, c'est un aperçu indispensable quand même pour mettre en évidence la nature chimique de l'information génétique. Il y a l'expérience de Griffith en 1928, il y a l'expérience d'Avery en 1944 qui a conclut que l'ADN est le support d'information génétique et nous avons une confirmation grâce à la multiplication de bactériophages. C'est une enveloppe avec un ADN. La seule chose qui est intégrée dans la bactérie, c'est l'ADN, mais par la suite, on voit qu'il y a libération de plusieurs virus. Donc l'ADN qui a été injecté, il contenait toutes les informations nécessaires à la multiplication virale et à la formation de nouveaux virus. Donc l'ADN est le support de l'information génétique. Alors, la deuxième partie donc, que nous allons attaquer, on va se pencher sur la composition et la structure de l'ADN. Composition et structure de l'ADN. Alors, donc du point de vue composition, l'ADN, c'est un ensemble de nucléotides. Un nucléotide égale un acide phosphorique, c'est le groupement phosphate, plus un sucre qui est le désoxyribose, plus une base azotée parmi les quatre. Les quatre, soit A, soit C, soit G, soit T. Donc c'est ça, le nucléotide. Le sucre désoxyribose et là, cette forme-là, sur son carbone 1, on trouve la base azotée. Sur le carbone 5', on trouve le groupement phosphate. Donc, d'une manière schématique, c'est ça, un nucléotide. Alors, les nucléotides sont reliés entre eux pour former un brin. Donc, une molécule d'ADN
égale 2 brins antiparallèles, ces 2 brins antiparallèles. L'antiparallélisme, pourquoi on parle d'un antiparallélisme? Je vais le mettre horizontalement. Il y a le brin 5', 3', donc un nucléotide, un autre nucléotide, un autre nucléotide, un autre nucléotide, donc c'est une succession de nucléotides. A, C, G, T, je mets aléatoirement, G, C, A, ça c'est un brin. L'autre brin complémentaire, donc pourquoi anti-parallèle? Celui-là il est orienté 5', donc l'autre il va être orienté 3', 5'. Bien sûr, il y a une complémentarité de base. Devant A, on trouve la base T, G, C. Devant T, A, C, G, et puis T. Donc voilà, une molécule d'ADN, c'est 2 brins antiparallèles et complémentaires. Qui assurent la complémentarité, ce sont les bases azotées et complémentaires. Bien sûr, les études de Chargaff, 1952, qui a montré que chez plusieurs espèces, le nombre des bases azotées A sur le nombre de est égal à T et le nombre de G est égal à C, d'où A sur T égale à G sur C est égal à A plus G sur T plus C est égal à 1. Donc, quelle que soit la molécule d'ADN, toujours le nombre de A égale le nombre de T. Donc A sur T c'est 1. La même chose entre G et C. Et donc si on fait la somme des A et G sur la somme des T plus C, donc on se retrouve avec 1. Mais A plus T sur G plus C, c'est différent de 1. Bien sûr, parce que A plus T, c'est différent de G plus C. Ça, c'est en ce qui concerne la composition de l'ADN. C'est l'essentiel. L'ADN, c'est un ensemble de nucléotides. Voilà les constituants d'un nucléotide. Il y a 3 éléments, j'ai mis 3 couleurs, une base azotée, le sucre il est au milieu. Sur sa droite, nous avons la base azotée. Sur sa gauche, nous avons le groupement phosphate. Et les nucléotides, ils s'associent et s'allient pour former un brin. Et puis il y a un autre brin. Et comme ça, nous avons la molécule d'ADN. Reste maintenant la structure. Pour la structure, il y a le modèle de Watson et Crick. Bien sûr, qui ont travaillé sur ce qui a été sur la radiographie faite par Rosalind Franklin. Voilà, c'est une radiographie en forme de croix. Et donc, pour proposer un modèle de l'ADN, se forme d'une double hélice. C'est-à-dire, le brin, il n'est pas linéaire comme je l'ai fait ici, bien au contraire, c'est hélicoïdal. Donc là, c'est un brin orienté 5', 3', et là, c'est un autre brin antiparallèle orienté 3', 5'. Et bien sûr, les barreaux entre ces deux brins, ce sont les bases azotées. Si jamais il y a A ici, donc là, on aura T, G, C, C, G, T, A, ainsi de suite. Et donc, c'est la double hélice de Watson et Crick, c'est le modèle accepté actuellement, qui a été proposé à la lumière de la radiographie faite par Rosalind Franklin. Donc, double hélice modèle de la double hélice. Voilà
donc en ce qui concerne la nature chimique, on a vu dans un premier temps les expériences qui ont démontré que l'ADN est le support de l'information génétique. Là, on a vu la partie composition de l'ADN, et là, c'est la structure de l'ADN. Très bien. Donc, si vous avez suivi, on va effacer cette première partie pour continuer toujours dans cette nature chimique. Alors, en parlant de la mitose, on parlait un autre langage. On n'a pas parlé ADN, on parlait chromatine, chromosome. Donc là, on va mettre le lien entre ADN et chromatine. Alors, en parlant de la chromatine, c'est quoi? C'est l'ADN qu'on vient de voir, mais associé à des protéines. Je mettrai une autre couleur. C'est des protéines spécifiques de type histone. Ce sont les histones, des protéines basiques. Donc, chromatine, c'est l'ADN plus protéine. La chromatine devient chromosome suite à la condensation et la spiralisation. Donc, c'est un changement mécanique qui permet de faire ça. Alors, on peut schématiser ceci. Protéines, voilà des histones. On va se contenter de ça. Et là, en bleu, je mettrai l'ADN. C'est un filament qui va s'enrouler autour de ces histones-là. Alors là, en bleu, c'est l'ADN. En noir, c'est des protéines. Cette structure-là, c'est un nucléosome. Ne confondez pas nucléosome et nucléotide. Là, c'est le nucléotide, avec ces trois constitutions. Là, nucléosome, c'est-à-dire des protéines histones autour desquelles on trouve de l'ADN. Donc, comme si c'est une perle, c'est pourquoi on dit que la chromatine, c'est un collier de perles. Et là, cet aspect-là d'un collier de perles. Tout ça, c'est un nucléofilament. Tout ça, c'est un nucléofilament égal chromatine. Autrement dit, c'est un ensemble de nucléosomes. C'est un ensemble de nucléosomes. Oui, donc ce nucléofilament, cette chromatine, au moment de la mitose, ça se spiralise, ça s'enroule autour d'elle pour donner des structures bien individualisées qui sont les chromosomes. Donc là, c'est la relation entre ADN et chromatine. L'ADN est une constitution de la chromatine. Associé à des protéines, on a le nucléofilament. Nous avons le nucléosome et l'ensemble des nucléosomes. Bien sûr, par spiralisation, si je prends à titre indicatif une molécule d'ADN en double hélice, c'est un diamètre de 2 nanomètres. Mais après association à des histones, on finit par avoir un diamètre de 11 nanomètres. Alors, en métaphase, pourquoi la métaphase? C'est le moment où la condensation est maximale. Et donc, nous avons le chromosome, avec ces deux chromatides.
là le centromère, donc là nous avons l'ADN et les protéines, la condensation il est maximale, et là le diamètre il est de 1400 nanomètres. Chaque chromatide fait 700 nanomètres, donc un diamètre total de 1400 nanomètres. Donc on passe de 2 nanomètres au niveau de l'ADN à 1400 nanomètres au niveau d'un chromosome métaphasique où la condensation est maximale. Donc augmentation progressive de diamètre. Le maximum, c'est en métaphase. Par spiralisation. Condensation. Très bien, donc je vais effacer cette partie-là de la composition. Voilà le dénombrement des chromosomes. Le nombre de chromosomes est spécifique d'une espèce. Dénombrement des chromosomes et karyotype. Alors, le dénombrement des chromosomes, il y a deux types d'êtres vivants. Il y a les espèces diploïdes versus les espèces haploïdes. Là, ça dépend de quoi? Du nombre de chromosomes. Est-ce que ces chromosomes, chaque chromosome possède un homologue, ou bien il n'y a pas de chromosome homologue? Très bien. Donc chez les espèces diploïdes, on parle de 2 N. C'est-à-dire chaque chromosome possède un homologue. Là, N. Espèce diploïde, c'est-à-dire présence de paires de chromosomes. N, pas de chromosome homologue. Pas de chromosome, c'est-à-dire pas de paires. Chromosome. Pas de chromosome homologue. 2N, N, exemple. On va prendre l'exemple de l'homme. 2N égale à 46. Là, donc chez l'homme. N égale à 1 chez la bactérie. N égale à 7 chez le champignon Neurospora. Là, ce sont les haploïdes. Alors, pour les diploïdes, on distingue 2 types de chromosomes. 2 types de chromosomes. Il y a les autosomes, les chromosomes non sexuels. Et il y a les gonosomes. Autosomes, c'est les chromosomes non sexuels. Là, c'est les chromosomes sexuels. Donc, là, c'est une paire. Une paire. XX chez la femelle et XY chez le mâle. XX chez la femelle et XY chez le mâle. Donc là, ce sont les autres paires. Les autres paires, c'est-à-dire excepte les gonosomes. Si on traite toujours l'exemple de l'homme, donc 2N égale à 46,
sur les 46, on aura soit XX chez la femme ou XY chez l'homme. Alors, si on enlève 2, ça reste 44. 44 autosomes. Oui, il y a une autre façon d'écrire. On peut mettre 22 AA. 22 AA, c'est-à-dire 22 paires des autosomes plus XX. Même chose ici, 22 autosomes plus XY. Donc il y a deux façons de faire, soit le nombre total des autosomes 44A plus XX, ou encore 22AA plus XX. Donc, quand on déroule les chromosomes sexuels seuls, et puis les autosomes sont seuls. Alors, reste la définition d'un autosome pour finir cette partie-là, pardon, du karyotype. Donc, karyotype, dans la définition simple d'un karyotype, c'est la classification, l'arrangement, la classification des chromosomes d'une cellule. Chromosomes se forment de paires, en fonction de leur taille, la forme et la position du centromère. La forme et la position du centromère. Un petit exemple, je le considère 2n égale 8, par exemple chez la drosophile. Comment on va établir son karyotype? Voilà. Donc on aura chromatide, la chromatide sœur, le chromosome homologue avec la même forme, même position de centromère, puis un autre chromosome et son homologue avec une taille plus petite. Ensuite, et voilà. Et donc, vous pouvez le constater là, il s'agit d'un mâle. Pourquoi? C'est un mâle parce que les deux derniers chromosomes, ils ne sont pas homologues. Donc, je peux mettre ici, c'est XY. 2, 4, 6, et puis 8. 2n égale à 8, c'est le nombre total des chromosomes. C'est le nombre total des chromosomes. Voilà, ainsi prend fin cette partie. C'est le troisième axe dédié à la nature de l'information génétique, et donc dans lequel on a vu les expériences qui ont montré que l'ADN est l'information génétique, la composition de l'ADN, sa structure, la relation entre ADN et chromosomes, et puis le dénombrement des chromosomes, les types de chromosomes et le karyotype.